Il est 7h45 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin, c'est Jean-Louis Martin. Bonjour, vous êtes économiste, chercheur associé à l'Amérique latine, sur l'Amérique latine à l'IFRI. On va parler de l'avenir politique du Venezuela. Mais avant, les réactions européennes face à l'attaque de Trump vous ont surpris par leur passivité. Oui, parce que je pense que maintenant l'Europe, et alors pas l'Europe chez nous, mais le Groenland est le prochain sur la liste. Ce n'est pas la Colombie comme l'a pu le laisser entendre Donald Trump, mais il a, dans le passé, il est revenu plusieurs fois sur le sujet Groenland, et là, ces derniers jours, il l'a mentionné à nouveau. Donc je pense que là, il y a un vrai risque. Et donc je ne comprends pas, et je n'ai vraiment pas d'explication à vous fournir, je ne comprends pas la passivité de la réaction des Européens. Ils ont condamné Maduro, à peu près, en disant tous qu'il n'allait pas pleurer le fait qu'il allait ne plus diriger le Venezuela, mais vous auriez attendu quoi? Qu'ils disent c'est l'état de droit qui doit prévaloir? On comprend que Maduro a été condamné, il était illégitime, mais ça n'est pas le sujet de ces jours-ci. Il est illégitime depuis un moment, il a été condamné par la totalité des dirigeants européens quand il le fallait. On pouvait rappeler qu'il était effectivement illégitime, mais le sujet de ces jours-ci, c'est une intervention des États-Unis au Venezuela, en dehors de toute référence au droit international et même en contradiction avec la propre constitution des États-Unis. Donc c'était ça le sujet, et ça apparaissait en petit caractère dans le bas des interventions de tous les dirigeants européens. Donc oui, je suis très surpris. Vous dites que ça n'est pas la Colombie, la prochaine cible, contrairement à ce qu'on peut penser. Non. Donald Trump dit qu'il faut surveiller ses fesses directement, ce sont ses mots, où il parle directement aux dirigeants colombiens. Oui, mais je ne crois pas, mais je me trompe peut-être, à une intervention directe des États-Unis en Colombie, pour deux raisons. D'une part, parce que la résistance risque d'être beaucoup plus sérieuse. À la différence du Venezuela, il y a en Colombie des militaires qui se font la guerre depuis 50 ans, donc ils sont probablement beaucoup plus coriaces que les Vénézuéliens. Et puis la deuxième raison, qui peut être encore plus forte, c'est que il y a en Colombie des élections législatives en mars cette année qui vont très vraisemblablement être gagné et largement par la droite colombienne, qui est déjà majoritaire au Congrès, dans les deux chambres colombiennes. Et puis, il y a des présidentielles en mai pour le premier tour et en juin pour le second tour, qui se présentent aussi plutôt bien pour la droite, même si là, les jeux sont moins faits, parce que la droite se présente divisée, alors que la gauche a défini un candidat unique, et qui en plus est un assez bon candidat, mais la droite reste favorite. Donc pas besoin en fait d'intervention, c'est ce que vous dites. Il suffit d'attendre quelques mois et le personnage désagréable pour Trump qu'est Petro va disparaître du paysage. Donc pour ces deux raisons, risque quand même d'une résistance plus forte et puis proximité des élections, je ne crois pas à une intervention en Colombie. Par ailleurs, je pense que la motivation principale de l'intervention au Venezuela, c'était le pétrole. Et le pétrole, il n'y en a vraiment pas beaucoup en Colombie. Vous restez Philippe Chalmin disait exactement le contraire il y a quelques instants sur notre antenne en disant les Américains n'ont pas besoin du pétrole vénézuélien, ils en ont en quantité importante chez eux et puis il est difficile à extraire, il est aujourd'hui dans des conditions compliquées puisqu'il n'y a plus d'infrastructures. Vous pensez que ça reste un but de guerre? Je pense que les entreprises pétrolières voient à long terme et que la possibilité de prendre pied dans un pays qui a les premières réserves du monde, oui, je suis en désaccord avec Philippe Chalmin. J'ai constaté en plus hier que Donald Trump est revenu quand même avec beaucoup d'insistance sur ce sujet pétrolier. Donc je crois que c'est la principale motivation. Parce que la démocratie, on voit bien, il a écarté sans ménagement María Corina Machado et Edmundo González. Donc la légitimité démocratique, ça ne l'intéresse pas. L'accusation de narcoterrorisme contre Maduro ne tient pas 2 minutes, et elle vient en plus de la part d'un président des États-Unis qui a gracié il y a moins d'un mois un autre ex-président latino-américain, le hondurien Hernández, qui avait été condamné à 45 ans de prison pour narcotrafic par la justice américaine. Donc non, c'est une histoire qui ne tient pas debout, ça n'était qu'un prétexte
qu'on va habiller à New York au cours des prochains jours, mais ça n'est pas sérieux. Pour moi, vraiment, c'est le pétrole. Le pétrole, pour vous, c'est donc le premier sujet. Est-ce que pour vous, Cuba est une cible également dans les prochaines semaines, prochains mois? Les mots de Donald Trump aussi sont assez durs. Oui, alors Cuba, je pense que oui, c'est une cible, mais de manière différente. C'est-à-dire que là, c'est plutôt un coup de billard à 2 ou 3 bandes. Je pense que là, mon pronostic, c'est qu'il n'y a pas besoin d'intervention. C'est que Cuba, qui est déjà dans une crise économique extrêmement grave, va voir cette crise s'aggraver avec l'arrêt des livraisons de pétrole du Venezuela. Donc je pense que Cuba va tomber d'elle-même, parce que la lumière va s'éteindre, tout simplement. Et je pense qu'il n'y aura pas besoin d'intervention directe américaine, à laquelle je ne crois pas non plus, parce que là aussi, ça serait compliqué, il y aurait des résistances, etc. Mais Cuba va sans doute tomber, et ça sera quand même une douce vengeance après 70 ans d'échec pour les États-Unis. Donc si je comprends bien, pour vous, le seul sujet, c'est le Groenland. À court terme, c'est pas le seul sujet. Je pense que d'autres Latino-Américains doivent faire attention aussi à ce qu'ils font. Mais à court terme, oui, c'est le principal risque. Et c'est un risque pour l'Europe. Et on revient à votre première question, ce qui explique ma surprise devant la faiblesse des réactions en Europe. Comment vous voyez l'avenir du Venezuela politiquement? Vous disiez Orritia n'est pas une option pour Donald Trump. Emmanuel Macron lui en a parlé comme justement d'une option démocratique. C'est lui qui avait officiellement, je ne sais pas si on peut dire officiellement, gagné les élections au Venezuela il y a quelques années. Plusieurs scénarios sont possibles. Un, c'est qu'il y ait effectivement un accord avec la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, pour laisser les Américains opérer le secteur pétrolier. Ça me paraît assez compliqué parce que Delcy Rodriguez fait partie d'un groupe de dirigeants, c'est-à-dire qu'elle ne va pas décider, elle, toute seule, qu'il faut maintenant travailler avec les Américains. Alors peut-être que les pressions vont être suffisamment fortes sur le groupe dirigeant qui inclut par exemple le patron de l'armée, Padrino, et d'autres gens, pour qu'ils se sentent obligés de coopérer avec les États-Unis. Sinon, une autre solution, ça serait de faire pression à nouveau par de nouveaux bombardements, par des séquestrations de bateaux sortant du Venezuela. Les Américains ont encore un certain nombre d'outils à leur disposition. On parlait du club des 5 autour de Maduro. On parle de qui ? Alors, il y a la vice-présidente, il y a le patron de l'armée qui s'appelle Padrino, qui est un militaire. C'est pas un homme seul, Maduro, au pouvoir. Non, c'est pas un homme seul. Clan. Il y a le procureur général et qui est, je crois, aussi ministre de la Justice. Donc, il y a un petit groupe mais il est possible que ce groupe soit divisé. Là, je n'ai pas d'informations d'insider sur le sujet. On parlait de notre débat sur le pétrole. Est-ce que c'est oui ou non un but de guerre évident pour Donald Trump? On est avec Alexandre Andlauer de chez Kepler. Merci d'être avec nous ce matin. Alexandre, ce qu'on voit quand même, c'est que ça ne bouge pas aujourd'hui, ni sur le WTI, ni sur le Brent. Pas de mouvement sur les marchés actions non plus. À l'OPEP, pas de discussion hier sur le Venezuela. Bon, effectivement, parce que comme vous l'avez dit plusieurs fois ce matin, les réserves sont extrêmement grandes. C'est un acteur majeur en termes de réserves, mais en termes de production, le Venezuela aujourd'hui, c'est moins de 1% de la production mondiale. Donc l'impact est plutôt limité à ce stade. Maintenant, l'événement de ce week-end au Venezuela peut avoir un impact plutôt négatif sur les prix, sauf retournement majeur dans les relations avec les États-Unis. Alors, il faut rappeler un peu le contexte. On est depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans un marché pétrolier en surcapacité historique. Donc ces derniers mois, les prix ont baissé, mais ils ont été quand même soutenus par des primes de risque géopolitiques venant aussi du Venezuela. Donc là, le marché est en train de nous dire peut-être que cette prime de risque géopolitique au Venezuela va diminuer et donc, effectivement, les prix du pétrole peuvent baisser. Le deuxième élément de réponse, c'est celui sur la production et les exportations. La production est extrêmement basse, elle a baissé au fur et à mesure de ces dernières années, mais un petit potentiel de hausse tout de même sur la production dans les prochains mois en fonction des relations avec les États-Unis. On pourrait voir 0,2, 0,3%
de la production mondiale remonter grâce au pétrole du Venezuela. Je pense que l'impact, en fait, le plus important, il est potentiellement sur le long terme, mais il reste très incertain à ce stade. Il faut avoir, pour les sociétés américaines, il va avoir la confiance sur le long terme de revenir au Venezuela. Et comme vous l'avez déjà dit, c'est des milliards d'investissements, ça met 5 à 10 ans. On est très très loin d'un scénario où le Venezuela redevient un acteur majeur sur le pétrole. Alexandre, avec des sociétés pétrolières, on parlait de Chevron, on parlait de Conoco, on parlait d'Exxon, des titres qui pourraient grimper. Peut-être un retour de Total Energy, il peut y avoir des paris sur les valeurs pétrolières à faire. Pour des paris sur les valeurs pétrolières, je serais plutôt tenté à ce moment-là d'aller sur des raffineurs, parce que c'est eux qui peuvent utiliser au mieux ce pétrole Venezuela qui est extrêmement lourd. Elles sont outillées pour, et elles sont plus sensibles en fait à la qualité du pétrole. Effectivement, sur long terme, vaut mieux sans doute miser sur les acteurs américains, mais une fois de plus, il faut bien mesurer la baisse du pétrole, des prix du pétrole que ça peut engendrer. Et je rappelle une fois de plus le contexte. On a beaucoup de pétrole aujourd'hui sur le marché. Il suffit d'une étincelle à un moment pour que ça rebaisse. À voir si le potentiel de production de ces acteurs américains est suffisant pour compenser en fait la baisse potentielle du prix du pétrole. Merci beaucoup Alexandre Landauer d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jean-Louis Martin d'avoir été notre invité ce matin dans Good Morning Business.